Une statistique pour commencer, et franchement, elle donne un peu le vertige. D'ici à 2026, donc demain, 90% du contenu en ligne, tout ce qu'on va lire, regarder, pourrait être généré de manière synthétique par des IA. Quand on entend ça, la première réaction, c'est le web, il devient quoi, au juste? Une sorte de coquille vide? C'est une angoisse qui est tout à fait légitime, et c'est précisément le point de départ du document qu'on explore aujourd'hui. C'est le manifeste du pionnier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'arrête pas au constat un peu apocalyptique, il essaie de voir ce qui vient après cette ère d'abondance totale. On pourrait même parler d'indigestion de contenu. C'est exactement ça. Le manifeste, il pose d'emblée une fracture, une sorte de grand schisme numérique. D'un côté, ce qu'il appelle le bruit, c'est-à-dire ce flux infini, gratuit, instantané, mais aussi incroyablement gourmand en énergie. Et de l'autre, le signal, ce qui est rare, ce qui est humain, ce qui est vérifié, éthique. Bon, décortiquons ça, parce que ça change absolument tout. La question, c'est plus de savoir comment optimiser son SEO. Non, elle est bien plus profonde. Dans cet océan de bruit, comment on fait pour trouver et surtout pour créer quelque chose qui a encore de la valeur? Et la réponse du manifeste, elle est assez radicale en fait. Il ne dit pas qu'il faut combattre la technologie, rejeter l'IA. Pas du tout. Au contraire, il l'accepte comme un fait. Le véritable enjeu, selon lui, c'est de redéfinir la valeur elle-même. C'est presque une question philosophique. Quand l'information artificielle devient une commodité, aussi banale que l'eau du robinet, qu'est-ce qui devient un produit de luxe? Et la vision qu'il propose pour 2030 est sans équivoque. Le luxe, c'est l'humain. Ça me fait penser à cette fameuse théorie de l'Internet mort. Il y a quelques années, c'était une sorte de blague de geek, quoi. Une théorie du complot un peu marginale qui disait que le web était déjà peuplé de bots qui se parlaient entre eux. On en riait. Mais avec l'IA générative, est-ce que cette fiction n'est pas en train de devenir notre réalité? Ah mais elle ne fait pas que devenir réalité, elle s'accélère de façon exponentielle. Ce n'est plus du tout de la science-fiction. La source donne des exemples très très parlants. Et on les vit tous les jours. Les sections commentaires sur les réseaux sociaux qui se remplissent de réponses génériques. Tu vois, des superbes analyses postées par des comptes qui n'ont manifestement pas lu une ligne. Ou ces fermes de contenu qui publient des centaines d'articles par jour. Qui sont juste des clones les uns des autres. Exactement. Des variations à l'infini du même texte. On crée une chambre d'écho assourdissante. L'Internet ne meurt pas, il se noie sous son propre bruit en fait. Il y a une analogie dans ce texte que je trouve hyper puissante. Il dit: dans un océan de plastique, le bois véritable devient un luxe inestimable. L'image est belle, mais j'ai envie de creuser un peu. Concrètement, est-ce que le public est vraiment prêt à chercher et peut-être même à payer pour ce fameux bois véritable? On est tellement habitué au plastique, au gratuit, à l'immédiat. C'est la question à 1 million, bien sûr. Et le pari du manifeste, c'est que oui, pas tout le monde, peut-être pas tout de suite, mais une audience de plus en plus large qui est juste lassée par le vide. Et ce bois véritable, c'est tout ce que la machine ne peut pas simuler. Pas encore en tout cas. C'est l'expertise qui a demandé 10 ans de pratique. C'est le récit d'un échec personnel. Et le texte souligne un point fascinant. Ce sont même nos imperfections, nos hésitations, nos tics de langage. Hier, on voyait ça comme des faiblesses face à une IA parfaite et lisse. Aujourd'hui, ce sont des certificats d'authenticité. Une erreur, une émotion, ça trahit la présence d'une conscience. Attends, c'est là où ça devient vraiment dingue. Si on suit cette logique, on entre dans une nouvelle économie de la rareté. La loi de l'offre et de la demande, elle est implacable. L'abondance infinie de contenu IA fait que sa valeur tend vers zéro. Donc, par un effet de balancier, qu'est-ce qui voit sa valeur exploser? Exactement. Ce qui devient inestimable, c'est l'effort non automatisable. L'analyse critique pure. Le journalisme d'investigation, celui qui demande de passer des coups de fil, de vérifier sur le terrain. Et surtout, l'opinion éthique. Un point de vue qui n'est pas une simple moyenne de ce qui existe déjà, mais qui est fondé sur des valeurs. Et c'est là que la vision 2030 du manifeste devient très concrète. Il postule que les futurs algorithmes, notamment ceux de Google, ne vont plus se contenter de chercher la pertinence des mots-clés. Ils vont chercher activement des preuves de travail, ce qu'il appelle la preuve d'humanité et la preuve d'effort intellectuel. C'est une sorte d'évolution ultime de l'acronyme EEAT de Google, en fait. C'est sa consécration, hein. Pour rappel, EAAT, c'est expertise, expérience, autorité et confiance, donc trust.
Dans un monde où une IA peut simuler l'expertise en compilant des millions de données, l'expérience vécue, l'autorité qu'on a construite sur des années et la confiance qu'on a gagnée auprès d'une communauté deviennent les seuls actifs qui sont impossibles à copier. C'est le seul rempart. Et justement, cette idée d'effort, de choses non automatisables, ça m'amène à un autre concept du manifeste qui va, mais alors totalement à contre-courant. L'idée de ralentir, le concept du slow web. Oui. Et il y a une distinction qui est cruciale, que le texte souligne bien. Le slow web, ça ne veut pas dire un site qui charge lentement. Ça, c'est l'horreur pour l'utilisateur. Non, la vitesse technique doit être maximale. C'est la vitesse de production qui doit radicalement ralentir. C'est une critique en règle de ce qu'il appelle le fast content. Le snack content, les shorts, les vidéos de 15 secondes. Et c'est ça. Le texte utilise une autre analogie, et elle est assez dure. Il dit que c'est l'équivalent numérique de la malbouffe. Ça donne une satisfaction immédiate, une petite décharge de dopamine, mais consommé à haute dose, c'est toxique. C'est toxique pour notre capacité de concentration et aussi, de manière plus invisible, pour la planète. Chaque contenu, même le plus futile, est stocké sur des serveurs qui tournent 24h/24. Je comprends l'idée, sur le plan éthique, c'est une forme d'hygiène numérique. Mais le manifeste utilise le mot domination. Il dit que le slow web est une stratégie de domination, pas juste une posture morale. Dans un monde où les algorithmes semblent récompenser la fréquence de publication, est-ce que ralentir, ce n'est pas un suicide commercial? Comment un créateur peut rivaliser en produisant moins? C'est la question que tout le monde se pose. Et la réponse du manifeste est contre-intuitive, mais elle est purement stratégique. Il avance 3 avantages compétitifs majeurs. Le premier, c'est l'écologie. Ça peut paraître un peu accessoire, mais ça ne l'est plus. Avoir un site léger, publier moins mais mieux, c'est réduire son empreinte carbone. Et c'est un argument qui est de plus en plus valorisé. Par une partie du public, mais aussi par les moteurs de recherche. Moins de pages inutiles, c'est aussi moins de travail de crawl pour les robots de Google. D'accord, l'argument écologique, je le vois, mais les deux autres? Le deuxième avantage, c'est la conquête de l'attention. C'est la ressource la plus rare du XXIe siècle, l'attention. En bombardant son audience de contenu superficiel, on épuise son temps de cerveau disponible. Alors qu'en lui proposant plus rarement un contenu dense, profond, qui demande un effort, mais qui apporte une vraie valeur, on crée un rendez-vous, on respecte son intelligence. Et ça mène directement au troisième avantage, la fidélité. La formule du manifeste est parfaite. On s'abonne à une réflexion, on scrolle sur du bruit. Le contenu lent construit une communauté, une relation. Le fast content, lui, ne fait que passer. Il ne construit rien. Donc, si je résume bien, l'idée c'est d'échanger une large audience très volatile contre une audience peut-être plus petite, mais beaucoup plus engagée et fidèle. Précisément, c'est un pari sur le long terme contre la gratification immédiate. Et le texte ancre cette idée dans une vision plus large, en citant le Contract for the Web de Tim Berners-Lee, le créateur du web. L'idée de fond, c'est un retour aux sources. Construire un web qui sert l'humanité, qui l'élève, et pas un web qui l'asservisse à un flux infini. Ce n'est pas une régression, c'est une maturation. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au final? On a parlé d'authenticité, d'effort, de lenteur. Tous ces chemins, j'ai l'impression qu'ils convergent vers un seul et unique point, la confiance. Le manifeste la décrit comme la seule monnaie qui aura encore de la valeur dans un monde de deepfakes. Et pour la construire, il prend ce qu'il appelle la transparence radicale. Et cette transparence, ce n'est pas juste un concept en l'air. Elle se traduit par 2 actions très concrètes. La première, c'est assumer l'outil. Ça veut dire être totalement clair sur l'utilisation de l'IA. Ne pas essayer de la cacher. Dire clairement, cette illustration a été générée avec Midjourney, ce plan d'article a été structuré avec l'aide d'une IA. Le texte insiste là-dessus, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une preuve de maîtrise. La formule est très forte. L'IA est l'outil, vous êtes l'architecte. Montrer comment on utilise l'outil, c'est prouver qu'on le contrôle. Mais est-ce que ce n'est pas un peu se tirer une balle dans le pied? Certains pourraient se dire « Ah, il a utilisé une IA, donc son travail a moins de valeur ». C'est le risque de la transition. Mais le manifeste parie que cette perception va s'inverser. Bientôt, la méfiance se portera sur ceux qui ne disent rien, sur ceux qui prétendent que tout vient d'eux alors que leur production est surhumaine. La transparence, ça deviendra un gage de crédibilité. Et la deuxième action, c'est de prouver la vérité. Ça paraît évident, mais ça s'est perdu. Citer ses sources. Mais pas juste mettre un lien.
Expliquer pourquoi cette source est pertinente, permettre à l'audience de refaire le chemin. Le manifeste donne son propre exemple. Il fournit parfois juste les termes de recherche pour que le lecteur fasse sa propre enquête. C'est une marque de respect immense pour l'intelligence de son public. C'est un changement de posture qui est complet. On ne dit plus « croyez-moi », mais « vérifiez par vous-même ». Ça nous amène à la dernière grande idée du texte, c'est un changement de rôle. Il dit qu'on doit passer de webmasters ou de créateurs de contenu à des dépositaires de la confiance. L'expression est belle, mais elle est aussi un peu intimidante. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Ça implique une responsabilité active, consciente. Le texte utilise une autre image très parlante. Nous devons devenir les bibliothécaires du futur. Et quand on réfléchit au rôle d'un bibliothécaire, son travail, ce n'est pas juste de stocker tous les livres qui existent. C'est avant tout de sélectionner, de curer, de choisir ce qui a de la valeur et de rejeter le reste. Le manifeste dit que chaque fois qu'un créateur décide consciemment de ne pas publier une page superflue, de ne pas ajouter au bruit, il participe activement à nettoyer le web. Chaque fois qu'il optimise son site pour l'accessibilité ou pour réduire son empreinte carbone, il construit un web plus durable. Ce n'est plus juste un métier technique, ça devient une mission. C'est une vision très engagée, en effet. Si on fait une synthèse rapide pour que tout soit clair, les grands principes de ce manifeste, c'est donc 1. La qualité avant la quantité, toujours. La technologie comme un outil pour élever l'esprit, pas juste pour l'occuper. Le respect des ressources invisibles, que sont l'énergie et l'attention. Et enfin, une transparence totale. C'est ça. Et la phrase de conclusion du manifeste résume parfaitement cette nouvelle éthique. L'IA est notre assistante affichée, jamais notre remplaçante masquée. Tout est dit. L'avenir du web ne sera pas écrit par des milliards de lignes de code générées en masse. Il sera écrit ou non par une succession de choix humains conscients. Ceux qui adoptent ces principes deviennent de fait les gardiens de cet idéal. Ces fameux dépositaires de la confiance. Pour finir, j'aimerais qu'on reste sur une pensée qui prolonge tout ça. La source affirme que l'authenticité humaine devient la ressource la plus précieuse. Ça déplace le problème de la technologie vers nous, les humains. Et ça soulève une question pour chacun d'entre nous. Comment nos propres interactions quotidiennes sur le web, ce qu'on choisit de partager, de commenter, ou même simplement d'ignorer, comment tout ça contribue à construire cet avenir? Sommes-nous, à notre petite échelle, en train de créer du signal ou juste d'ajouter au bruit?